Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au milieu intérieur et au concept d'homéostasie, et nous préciserons les notions de sécrétions endocrines et exocrines. L'eau est le constituant le plus abondant dans l'organisme. Elle constitue environ 60% de notre masse. Dans le corps, l'eau est répartie dans plusieurs localisations ou compartiments. On distingue le milieu intracellulaire, à l'intérieur des cellules, également appelé le cytosol, et aussi les liquides extracellulaires à l'extérieur des cellules. C'est l'ensemble de ces liquides extracellulaires que l'on nomme milieu intérieur. Faites bien attention à cette expression milieu intérieur, car elle peut vous induire en erreur. Intérieur, car on parle de liquides à l'intérieur de l'organisme. Mais ces liquides se trouvent bien à l'extérieur des cellules. Le milieu intérieur comprend le plasma, la fraction liquide du sang, et la lymphe, un liquide blanchâtre qui assure la nutrition des cellules et l'élimination des déchets du métabolisme cellulaire. La lymphe se forme au niveau des tissus par filtration du plasma à travers la paroi des capillaires. La lymphe ne contient plus de globules rouges, d'où sa couleur blanche, et peu de protéines, car la plupart des protéines sanguines sont trop grosses pour traverser la paroi des capillaires. La lymphe baigne les cellules et constitue donc un intermédiaire entre le sang et les cellules dans la captation des nutriments. Mais à mesure que les cellules prélèvent ces nutriments, la lymphe s'appauvrit. Il faut donc en permanence la renouveler, d'autant plus qu'en parallèle, les cellules y déversent aussi leurs déchets métaboliques. La lymphe regagne donc des vaisseaux dédiés, les vaisseaux lymphatiques. On notera que ces vaisseaux sont fermés à une extrémité, ce qui n'est pas le cas des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux lymphatiques convergent tous vers le cœur. La lymphe appauvrie en nutriments et chargée en déchets se retrouve finalement mélangée au sang veineux juste avant son entrée dans le cœur. Le cycle peut alors recommencer. La lymphe filtrée à partir du plasma sera à nouveau riche en nutriments et pauvre en déchets métaboliques. On distingue ainsi la lymphe interstitielle, qui baigne les cellules, et la lymphe canalisée, qui circule dans les vaisseaux lymphatiques. Finalement, le milieu intérieur correspond donc au plasma, à la lymphe interstitielle et à la lymphe canalisée. La composition du milieu intérieur que nous venons de présenter doit être étroitement contrôlée, de manière à ne pas trop varier, sous peine de compromettre le fonctionnement des cellules. Il faut en effet leur garantir un apport permanent en dioxygène et en nutriments, ou encore maintenir constant le pH de leur milieu de vie. Pourtant, la vie est nécessairement associée au changement. Nous alternons des phases de prise alimentaire et des phases de jeûne, des périodes d'activité physique, des moments de repos. L'organisme met donc en place de nombreuses stratégies afin de concilier son besoin de stabilité et les variations inévitablement liées à la vie. C'est ce que l'on nomme l'homéostasie, terme construit à partir des racines signifiant semblable et stabilité. L'homéostasie est définie comme la capacité de l'organisme à maintenir les paramètres de son milieu intérieur stable malgré des variations permanentes. Cette stabilité apparente résulte en réalité d'un équilibre dynamique. Quand une grandeur augmente, des mécanismes permettent de la faire diminuer, et quand une grandeur diminue, d'autres mécanismes permettent de la faire augmenter. Ainsi, les paramètres du milieu intérieur s'éloignent peu d'une certaine valeur de référence optimale pour le fonctionnement de l'organisme. La régulation de la glycémie est un exemple d'homéostasie. En cas d'apport alimentaire, le taux de glucose dans le sang augmente. Au contraire, en cas de consommation accrue de glucose par les cellules, comme par exemple lors d'une activité physique, la glycémie diminue. Mais chez les personnes saines, la glycémie revient toujours rapidement à la valeur de référence qui est, je vous le rappelle, de 1 g par litre, grâce à des mécanismes de régulation.
Si vous voulez en savoir davantage, ces mécanismes sont décrits dans une précédente vidéo dont je mets le lien en barre d'infos. Un autre exemple d'homéostasie est le maintien de notre température corporelle à environ 37 degrés, ou encore le maintien de notre pH sanguin à la valeur de 7,4. La définition du milieu intérieur nous amène naturellement à mentionner aussi le milieu extérieur et à aborder les concepts de sécrétions endocrines et exocrines. Le milieu extérieur, c'est naturellement notre environnement, mais de manière moins intuitive, c'est aussi toutes les cavités et espaces de notre corps en continuité avec le monde extérieur. L'ensemble du tube digestif est ainsi considéré comme le milieu extérieur, car il est virtuellement ouvert au niveau de la bouche et de l'anus. L'intérieur du vagin fait aussi partie du milieu extérieur. Toutes les sécrétions déversées dans le milieu extérieur sont qualifiées de sécrétions exocrines. Citons par exemple la sueur et le sébum, sécrétés au niveau de la peau, les sucs digestifs, sécrétés au niveau du tube digestif, ou encore les sécrétions vaginales. Au contraire, lorsque des substances sont déversées dans le milieu intérieur, plus précisément dans le sang, on parle de sécrétions endocrines. C'est le cas de toutes les hormones. En résumé, dans cette vidéo, nous avons d'abord défini le milieu intérieur comme étant l'ensemble des liquides extracellulaires de l'organisme, autrement dit le plasma sanguin, la lymphe interstitielle et la lymphe canalisée. Nous avons ensuite énoncé le concept d'homéostasie, capacité de l'organisme à maintenir stables les paramètres physico-chimiques du milieu intérieur, malgré des variations permanentes. Enfin, nous avons précisé les notions de sécrétion exocrine et endocrine, les premières étant déversées dans le milieu extérieur, alors que les secondes le sont dans le milieu intérieur. Insistons pour finir sur le rôle crucial de la lymphe pour l'organisme, non seulement comme intermédiaire entre le sang et les cellules, comme nous l'avons décrit dans la vidéo, mais aussi comme un acteur fondamental du système immunitaire, puisque la lymphe assure le transport des cellules et des molécules de l'immunité. La lymphe est aussi très importante pour la digestion, car elle permet le transport des lipides et des vitamines liposolubles, et donc leur absorption. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et de vous abonner. À bientôt pour un autre cours de bio.